Frères, sœurs, écoutez bien, car ce que je vais prononcer aujourd'hui n'est pas une simple nouvelle. Non, c'est un tonnerre qui résonne depuis le Sahel jusqu'aux côtes de l'Atlantique. En 48 heures seulement, 3 villes libérées. En 48 heures seulement, 147 terroristes réduits au silence. En 48 heures seulement, plus de 15 000 enfants, femmes et anciens rendus à la liberté. Et pourtant, était silence des médias occidentaux. Ils préfèrent donc parler de nos faiblesses, de nos divisions, de nos prétendues incapacités. Mais aujourd'hui, mes amis, la vérité leur échappe. Car voici la preuve éclatante. Quand l'Afrique se lève pour l'Afrique, les chaînes tombent, les ennemis reculent et l'espérance avance. Un nom porte cette victoire. Un nom qui brûle comme une flamme dans la nuit. Ce nom, c'est Ibrahim Traoré. Alors je vous le dis, ne clignez pas des yeux, ne détournez pas l'oreille. Ce que vous allez découvrir dépasse la politique, dépasse la propagande. C'est l'histoire d'une Afrique qui reprend son destin en main. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et marquons ensemble cette page de notre libération. Frères et sœurs, avançons ensemble dans l'histoire. Car pour comprendre la grandeur de ce moment, il faut remonter à ces 3 jours de feu du 15 au 17 septembre 2025, 3 jours, 48 heures, où le destin du Sahel a basculé. Au nord du Burkina Faso, la poussière s'élevait, les villages retenèrent leur souffle, les hommes armés, ces ennemis de la vie, régnaient depuis des mois, imposant leurs lois, volant les récoltes, interdisant l'école aux enfants, fermant les marchés, souillant la liberté. Mais l'aube du 15 septembre apporta un autre chant, celui de l'alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, avançant comme un seul corps, comme une seule armée, unifiée sous un commandement commun. La première cible fut Tao, ce nœud vital des routes d'approvisionnement du Nord. Pendant 8 heures, les coups de feu crépitèrent, les murs tremblèrent. 23 terroristes tombèrent et les drapeaux noirs furent arrachés des toits. Un paysan déclara en larmes « Nous ne pensions plus revoir nos champs. Aujourd'hui, nous respirons de nouveau. » Puis vint à Arbanda, centre administratif et cœur battant de la région. Là, l'assaut fut implacable. 31 terroristes furent neutralisés, 4 camps ennemis détruits. Les habitants sortirent de leurs maisons, certains encore tremblants, d'autres levant les bras au ciel en criant « Dieu a entendu nos prières ». Une femme âgée, Fatima, dit « Ils avaient pris nos enfants, ils avaient volé nos bêtes, mais nos soldats sont revenus ». Enfin, à la frontière malienne, l'opération de Kororo. Ici, Burkinabés et Maliens combattirent côte à côte. 15 ennemis furent éliminés et un important dépôt d'armes récupéré. Ce n'était pas seulement une bataille gagnée, c'était une preuve vivante que les frontières coloniales ne pouvaient plus diviser des peuples décidés à survivre. Les chiffres parlèrent plus fort que tous les discours. 147 terroristes éliminés, 12 camps rasés, 89 fusils d'assaut saisis, 23 mitrailleuses confisquées, 15 lance-roquettes capturées, plus de 50 000 munitions retirées des mains criminelles. Mais au-delà des armes, c'est la vie qui triomphait. 15 247 civils libérés. Oui, frères et sœurs, 15 000, des femmes sortant des cuisines forcées, des enfants quittant l'ombre de l'endoctrinement, des anciens retrouvant leur village. Et les pertes de l'Alliance, 6 soldats tombés, 18 blessés. Un tribut douloureux mais d'une petitesse incroyable face à l'ampleur de la victoire. La discipline, la coordination, la stratégie moderne expliquent ce résultat. Car désormais, l'Alliance ne combat pas avec des improvisations, mais avec une organisation digne des plus grandes armées du monde. Les témoins se succédaient, les voix tremblaient, mais se levaient. Ibrahim Sawado, un ancien d'Arbinda. Pendant 8 mois, nous avons vécu dans la peur. Nos filles ne pouvaient plus aller à l'école, nos garçons étaient forcés à prendre les armes. Aujourd'hui, nos libérateurs sont revenus. Aminata Traoré, réfugiée déplacée à Ouagadougou, criait de joie. « Mon village est libre. Je peux rentrer avec mes enfants. » Le capitaine a promis de nous protéger et il a tenu parole. Et ce nom, ce capitaine, résonnait dans chaque bouche, dans chaque prière, dans chaque larme de reconnaissance. Traoré, symbole d'une génération qui ose relever la tête. Mais mes amis, ne vous y trompez pas. Une victoire militaire, si éclatante soit-elle, n'est pas seulement une question de chiffres, de fusils, de batailles. Non, cette victoire cache un secret plus profond, un ressort invisible qui a fait trembler l'ennemi. Une force silencieuse qui, en 48 heures, a fait ce que 9 années d'occupation étrangère n'avaient jamais accompli. Et ce secret, nous allons le révéler dans la prochaine partie. Frères et sœurs, avançons plus profondément encore, car la victoire de ces 48 heures n'est pas sortie du néant. Elle fut le fruit d'une orchestration méthodique, d'une montée en puissance qui a pris l'ennemi par surprise et qui a stupéfié le monde. Imaginez, dans un poste de commandement à Ouagadougou, 3 armées, 3 drapeaux, 3 langues, mais une seule voix. Le centre de commandement de l'Alliance des États du Sahel coordonnait chaque mouvement. Les éclaireurs identifiant les positions ennemies, les satellites confirmaient les regroupements, les interceptions radio dévoilaient les plans. Puis,
l'ordre fut donné, simultanéité, foudroyant. Aucun passage pour la fuite, aucune chance pour les renforts. Dans le ciel, les avions burkinabés et maliens rugissaient, frappant les concentrations terroristes avec une précision chirurgicale. Au sol, les colonnes avançaient, serrées, disciplinées, couvertes par un feu croisé. Les civils, eux, étaient guidés, évacués, protégés. Pas un geste n'était laissé au hasard. Ce n'était plus une armée d'improvisation, c'était une armée moderne, formée aux tactiques du XXIe siècle. Et derrière cette transformation, il y avait une main discrète mais décisive, celle des conseillers militaires russes. Oui, frères et sœurs, des instructeurs qui avaient enseigné aux officiers africains l'art de la guerre moderne. Comment sécuriser les communications, comment organiser la logistique, comment mener une offensive combinée. Ils avaient transmis le savoir, mais c'est le soldat africain qui avait combattu, qui avait risqué sa vie, qui avait triomphé. Et le monde n'est pas resté silencieux. Tandis que les villages célébraient, que les femmes dansaient dans les rues, que les enfants chantèrent leur délivrance, les rédactions occidentales s'agitaient. Paris, Londres, Washington, les commentateurs minimisaient le succès. Peut-être une victoire temporaire, peut-être des chiffres exagérés. Toujours le doute, toujours le mépris. Comme si l'Afrique n'était pas capable d'écrire ses propres victoires. Les gouvernements occidentaux, eux, étaient piégés dans leurs contradictions. Officiellement, ils condamnaient les méthodes de l'Alliance, parlant d'autoritarisme, de manque de démocratie. Mais en privé, ils respiraient mieux, car la sécurité retrouvée, même obtenue sans eux, protégeait aussi leurs propres intérêts commerciaux. Quelle hypocrisie! Ils punissaient par des sanctions les pays qui sauvaient leurs citoyens, tout en profitant discrètement de la stabilité retrouvée. Alors que la France dépensait des milliards pendant 9 ans dans l'opération Barkhane, sans jamais réduire la menace, voilà que 3 jeunes armées africaines, en 3 jours, faisaient reculer l'ennemi. La comparaison était insupportable pour l'orgueil occidental. Les chiffres de Barkhane, lourds, coûteux, stériles, face à l'évidence de la victoire africaine, sobre, rapide, décisive. Et dans les rues de Ouagadougou, de Bamako, de Niamey, un nom revenait porté par des chants, inscrits sur les banderoles, gravés dans les cœurs, Ibrahim Traoré. Non pas comme un simple capitaine, mais comme un symbole. Symbole d'une Afrique qui refuse désormais de plier. Symbole d'un continent qui n'attend plus la permission des puissances étrangères pour respirer. Mais attention, mes amis, chaque victoire engendre des conséquences. Chaque succès attire les regards, les jalousies, les manœuvres. Si le champ de bataille a été remporté, le combat pour l'avenir ne fait que commencer. Car cette opération n'a pas seulement libéré des villes, elle a ouvert une brèche dans l'ordre mondial. Elle a prouvé que l'Afrique pouvait se défendre seule. Et cela, certains, à l'étranger, ne le pardonneront jamais. Alors la question se pose, quels seront les véritables effets de cette victoire sur nos sociétés, nos familles, notre avenir? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Frères et sœurs, une victoire n'est pas qu'un cri de triomphe sur le champ de bataille. Une victoire véritable se mesure dans la vie des peuples, dans le souffle des enfants, dans les larmes des mères, dans la dignité retrouvée des anciens. Alors, ouvrons les yeux sur les conséquences de ces 48 heures décisives. Avant la libération, les villes de Tao, d'Arbinda, de Kororo vivaient dans la nuit. Les marchés fermés, les champs abandonnés, les écoles réduites au silence. Les femmes, réduites à la servitude, devaient y cacher leurs visages et leurs rêves. Les jeunes garçons, enrôlés de force, portèrent des armes plus lourdes que leurs épaules. Les anciens, humiliés, voyèrent leur autorité effacée par des fanatiques. Mais après la tempête, le soleil a brillé de nouveau. Les habitants sont sortis de leur maison comme d'une longue prison. Les mères ont couru vers les soldats en criant « Vous avez sauvé nos enfants !» Les filles ont repris leurs cahiers. Les garçons ont retrouvé leurs ballons de cuir. Dans les champs, les semences furent jetées de nouveau à la terre. Et dans les mosquées comme dans les églises, les prières se sont élevées pour la paix retrouvée. Les conséquences ne furent pas seulement humaines, elles furent aussi stratégiques. 12 camps ennemis détruits, c'est une logistique brisée, une formation interrompue, une chaîne d'approvisionnement coupée, 89 fusils d'assaut récupérés, 23 mitrailleuses saisies, 15 lance-roquettes neutralisées. C'est un arsenal entier retiré des mains criminelles et surtout, les communications interceptées, les radios confisquées, les véhicules capturés, un coup porté au cœur même de l'organisation terroriste. Mais la conséquence la plus puissante est invisible. C'est la confiance retrouvée. Oui, mes amis, la confiance. Confiance dans l'armée, confiance dans l'État, confiance en soi-même. Car un peuple libéré ne regarde plus ses dirigeants avec peur, mais avec espérance. Quand Aminata, une déplacée, a crié « Le capitaine a promis de nous protéger et il a tenu parole », elle ne parlait pas seulement de sécurité. Elle parlait d'un nouveau pacte entre le peuple et ses défenseurs. Et cette confiance se propage comme une onde.
À Ouagadougou, on dit « Si nos frères du Nord ont été libérés, alors demain ce sera notre tour ». À Bamako, on murmure « S'ils peuvent, nous pouvons aussi ». À Niamey, on proclame « L'union est notre force ». Ainsi naît une nouvelle conscience panafricaine. Les conséquences sont aussi politiques. Chaque victoire militaire est une victoire symbolique. Et chaque symbole nourrit un récit collectif. Le récit d'une Afrique qui n'est de plus dépendante, qui ne mendie plus, qui ne ploie plus. Et dans ce récit, un nom revient avec force, Traoré. Non comme un héros solitaire, mais comme le représentant d'un peuple décidé à ne plus être colonisé, ni par les armes, ni par les idées. Mais attention, mes amis, chaque lumière attire son ombre. Les ennemis ne resteront pas silencieux. Déjà, les chancelleries occidentales s'agitent. Déjà, les médias internationaux prédisent un retour de la menace. Déjà, certains parlent de sanctions, d'isolement, de punition. Car le succès africain dérange, car la dignité africaine effraie. Et c'est ici que se dresse la question pour nous tous, ici et maintenant. Cette victoire, que signifie-t-elle vraiment? Est-ce seulement une opération militaire réussie? Est-ce une parenthèse de paix avant la tempête? Ou bien est-ce le début d'une nouvelle ère, l'aube d'une Afrique maîtresse de son destin? Dites-le dans les commentaires. Selon vous, la conséquence la plus importante de cette victoire, est-ce la sécurité retrouvée ou la confiance retrouvée? Et surtout, préparez-vous, car dans la prochaine partie, nous verrons comment le monde, la France, l'Occident, mais aussi les peuples voisins, a réagi à ce séisme venu du Sahel. Frères et sœurs, chaque victoire africaine ne se vit pas seulement dans nos villages, elle se reflète aussi dans les regards étrangers. Et croyez-moi, ce que le monde a vu du 15 au 17 septembre 2025, il ne l'oubliera pas. À Paris, les visages se sont figés. 9 années d'opération Barkhane, des milliards dépensés, des centaines de soldats envoyés, et pourtant, la menace s'était étendue. Puis en 48 heures, 3 armées africaines, sans commandement occidental, sans drapeau étranger, remportèrent une victoire que la France n'avait jamais pu offrir. Quelle humiliation, quelle gifle pour l'orgueil de ceux qui prétendaient être les seuls garants de la sécurité au Sahel. À Londres, à Washington, les mots se sont faits prudents. On parlait de succès tactique, de victoire locale, comme si l'on refusait de reconnaître la portée historique de l'événement. Mais dans les coulisses, l'inquiétude était palpable. Car si l'Afrique peut se défendre seule, si l'Afrique peut protéger ses populations, alors que deviennent les prétextes des bases militaires, des accords de coopération imposés, des contrats inégaux, les médias, eux, jouaient la carte du scepticisme. Ils insistaient sur les méthodes autoritaires, sur les risques de violation, sur la fragilité d'un succès trop rapide. Toujours la même rhétorique, diminuer l'Afrique, rabaisser ses victoires, nier sa maturité. Mais mes amis, les images parlaient plus fort que leurs mots. Des drapeaux nationaux hissés à Taouo, Arbinda, Kororo, des enfants souriants, des marchés rouverts, des chants de délivrance. Cela, aucune plume étrangère ne pouvait l'effacer. Et ailleurs, hors d'Occident, à Bamako, à Niamey, à Conakry, à Addis Abeba, on célébrait. Les peuples voyaient dans cette victoire non pas un événement isolé, mais un modèle. Le modèle d'une union régionale, le modèle d'une souveraineté assumée. Des jeunes disaient « Si eux ont pu, alors nous aussi ». Des anciens affirmaient « Enfin nos fils combattent mais pour nos terres ». Et non pour les intérêts des autres. Le nom d'Ibrahim Traoré circulait sur les réseaux, dans les mosquées, dans les églises, sur les marchés. Certains le voyaient comme un simple capitaine, d'autres comme le symbole d'une renaissance. Mais partout, il devenait le visage d'une Afrique qui ose dire non, qui ose marcher seul, qui ose écrire son histoire avec son propre encre. Mais attention mes frères, mes sœurs, si cette victoire inspire nos peuples, elle inquiète nos adversaires, car chaque succès africain est perçu par certains comme une menace pour leurs privilèges. Et déjà, dans les chancelleries, on prépare des ripostes, on parle de sanctions, on évoque l'isolement. La vraie question est donc, quelle sera la prochaine étape? Comment transformer cette victoire militaire en un chemin durable vers l'avenir? La réponse, mes amis, nous l'aborderons dans la partie suivante. Frères et sœurs, une victoire, même éclatante, n'est jamais une fin en soi. Elle n'est qu'un commencement, une porte ouverte sur l'avenir. Alors demandons-nous, après Taouo, Arbinda, Kororo, après les chants de joie et les larmes de délivrance, quel est le chemin qui s'ouvre devant nous? D'abord, le chemin de la consolidation, car un territoire libéré doit être protégé. Des postes de sécurité ont déjà été installés, des routes réparées, des écoles rouvertes, mais il faut aller plus loin. Il faut reconstruire des villages entiers, redonner aux paysans leurs terres, aux commerçants leurs marchés, aux enfants leurs salles de classe. Une armée peut libérer, mais seule une nation peut reconstruire. Ensuite, le chemin de l'union. L'Alliance des États du Sahel a prouvé son efficacité. Mais cette union doit s'approfondir. Partage de renseignements, coordination des ressources, formation commune. Tout cela doit devenir permanent.
car les terroristes ne connaissent pas les frontières. Alors pourquoi nos armées devraient-elles s'y limiter? Oui, mes amis, l'heure est venue d'imaginer une armée africaine continentale, une défense commune qui protégera nos peuples sans dépendre d'aucune puissance étrangère. Puis, le chemin de la vigilance, car la victoire attire la convoitise. Les réseaux terroristes chercheront à se réorganiser, les puissances étrangères tenteront d'affaiblir l'élan, les propagandes reviendront à la charge. Il faudra rester debout, rester unis, rester lucide. La guerre de demain ne sera pas seulement dans les villages, mais aussi dans les esprits, sur les ondes, dans les discours. Enfin, le chemin de l'espérance. Car chaque victoire militaire n'a de sens que si elle ouvre la voie à un avenir meilleur. Un avenir où nos jeunes y trouvent du travail sur leur propre terre, où nos femmes dirigent des entreprises libres, où nos anciens transmettent la mémoire sans crainte, où nos enfants rêvent sans limite. Cet avenir est entre nos mains. Et si un capitaine comme Traoré a pu démontrer qu'un peuple pouvait reprendre son destin en main, alors que pourront accomplir des millions d'Africains debout ensemble, oui, frères et sœurs, la route est longue, les obstacles nombreux. Mais, souvenez-vous, chaque arbre puissant a commencé par une graine fragile, chaque empire par un simple village, chaque révolution par une étincelle. Et cette étincelle, nous la portons déjà en nous. La question qui demeure est simple mais brûlante. Serons-nous capables de transformer la victoire d'hier en la libération de demain? C'est cette interrogation, mes amis, qui nous conduira vers la conclusion de notre voyage. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce voyage. Mais en vérité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car que nous dit cette victoire de septembre? Elle nous dit qu'en 48 heures, l'Afrique a démontré ce que 9 années d'occupation étrangère n'ont jamais pu prouver. Elle nous dit que quand nos peuples s'unissent, quand nos armées marchent ensemble, quand nos dirigeants placent la souveraineté au-dessus de tout, alors les chaînes se brisent et les horizons s'ouvrent. Souvenons-nous de ces chiffres, non pas comme des statistiques surfroides, mais comme des étincelles d'espérance. 3 villes libérées, 147 terroristes neutralisés, 15 000 vies rendues et les surtout à la liberté. Ce sont des mères qui retrouvent leurs enfants, des enfants qui reprennent le chemin de l'école, des anciens qui relèvent la tête avec dignité. Voilà le vrai visage de la victoire africaine. Et au cœur de ce récit, un nom restera gravé dans la mémoire collective, Ibrahim Traoré. Pas comme un homme isolé, mais comme le témoin d'une génération décidée à ne plus courber les chines. Son nom résonne comme un tambour qui appelle toute l'Afrique à se lever. Car cette victoire n'est pas seulement la sienne, elle est celle d'un peuple, elle est celle d'un continent. Oui, mes amis, l'Afrique a ses héros. Mais l'Afrique a surtout sa propre force, une force que même les plus grandes puissances ne peuvent étouffer. Une force qui s'appelle union, dignité, courage. Et cette force, nous la voyons grandir, portée par des voix qui s'élèvent de Dakar à Addis Abeba, de Bamako à Ouagadougou. Alors je vous pose cette question. Cette victoire doit-elle rester une page d'histoire ou bien devenir le premier chapitre d'un nouveau livre? C'est à nous d'y répondre. C'est à nous, peuple d'Afrique, de décider si cette lumière doit s'éteindre ou embraser tout le continent. Écrivez en commentaire, l'Afrique peut se protéger elle-même. Partagez cette vidéo, que chaque Africain entende que la dignité est des possibles. Et surtout, abonnez-vous, car ensemble nous continuerons à célébrer nos victoires, à défendre nos peuples, à marcher vers notre libération. Frères et sœurs, souvenez-vous de ce nom, Ibrahim Traoré. Et avec lui, souvenez-vous que l'avenir de l'Afrique ne dépend que d'un mot, nous.